Alors bonjour Madame Ayé, vous êtes née en 1986 en Mayenne. Vous êtes candidate aux prochaines élections européennes pour Besoin d'Europe. Vous êtes présidente au Parlement européen du groupe Renew et députée européenne. Nous venons de publier le rapport du conclave qui identifie des priorités européennes d'ici 2040. Mais pour vous, quelles sont les 3 grandes priorités? D'abord, merci pour ce travail de grande qualité. Je vous avoue que je vais m'y pencher. Je l'ai découvert ce soir et je m'y pencherai avec beaucoup d'intérêt, mais je sais que c'est toujours du travail d'excellente qualité piloté par Europa Nova. Je dirais pour moi, parmi les priorités les plus importantes, des priorités autour de la défense, autour de la compétitivité de cette Europe puissance économique et puis de cette Europe puissance démocratique. Si j'avais un fil rouge, ce serait l'idée de cette Europe puissance autour de la défense pour des raisons qu'on n'a plus à expliquer malheureusement aujourd'hui. On a été un certain nombre à promouvoir l'idée d'une Europe de la défense bien avant que la guerre en Ukraine n'émerge. Et on voit bien dans les chamboulements du monde qu'il faut qu'on soit solidaire et qu'on crée les moyens de ne pas être agressé par des puissances extérieures. Donc avançons sur cette Europe de la défense. Deuxième élément, cette Europe puissance économique dans un monde où nos rivaux ou nos partenaires ne nous font aucun cadeau. Les États-Unis, la Chine ne nous attendent pas pour accélérer sur l'industrialisation verte, notamment. Et on a vu à l'occasion de la crise sanitaire, à l'occasion de la guerre en Ukraine, à quel point nous étions dépendants d'autres puissances, dépendants de l'Inde pour nos médicaments, de la Chine pour l'industrie verte. Il faut qu'on sorte de ces dépendances et qu'on crée les conditions d'une bonne compétition et de ramener de la compétitivité à nos entreprises et de ramener de l'industrie sur nos territoires pour produire chez nous des médicaments, pour produire chez nous les biens stratégiques. Et dernier élément, l'Europe puissance démocratique. La démocratie, elle est vraiment au fondement de notre projet européen. On voit qu'elle est attaquée partout dans le monde et elle est aussi attaquée dans certains des États membres de l'Union européenne. Je citerai parmi malheureusement d'autres, mais Viktor Orban, qui a théorisé les démocraties illibérales en Hongrie. Et donc la démocratie illibérale, c'est une démocratie qui a l'apparence de la démocratie, mais qui n'en a pas les éléments, c'est-à-dire que les élections ne sont plus libres, dans le sens où l'opposition n'a quasiment plus de temps de parole, les juges ne sont plus indépendants, la presse n'est plus indépendante, et puis il y a la corruption généralisée. Donc l'un de nos combats, ça va être de préserver notre modèle démocratique en notre sein, et ce sera l'un des enjeux aussi de la prochaine décennie. Vous parlez de souveraineté. Donc, de votre point de vue, pour atteindre cette souveraineté, faut-il élargir l'Union européenne, oui ou non, et pourquoi? L'élargissement, c'est un outil d'influence et de puissance géopolitique et de stabilité géopolitique pour l'Europe. Je dirais pas, il faut par principe élargir ou par principe ne pas élargir. Parmi les conditions qui sont prérequises avant tout élargissement, c'est à mon sens la réforme de nos process internes, puisqu'on voit que la machine européenne à 27 fonctionne mal, les processus de décision sont très compliqués, on donne des pouvoirs de chantage avec le veto et l'unanimité à des États membres, et puis on parle beaucoup de l'élargissement en Ukraine notamment. L'élargissement en Ukraine par exemple n'arrivera pas demain matin, il faudra évidemment que le pays ne soit plus en guerre, et il faudra que le pays accélère sur un certain nombre de réformes, donc l'élargissement et l'adhésion doivent se faire sur la base du mérite. D'accord. Comment défendre l'Europe? Faut-il une Europe de la défense ou faut-il garder des prérogatives nationales? Il faut accélérer sur l'Europe de la défense, c'est fondamental. On a ce qu'on a appelé un fonds européen de défense qui a été bâti ces dernières années avant la guerre en Ukraine. On a d'autres instruments qui ont été déployés à cause ou avec la guerre en Ukraine. Et très clairement, il faut qu'on accélère sur nos capacités de production, sur la coopération, et qu'on soit solidaire et qu'on crée les conditions de nous renforcer à 27. Donc oui, il faut accélérer en européen. Merci. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit européen? On sait que par exemple dans le droit privé, quand il y a des divorces, il y a des droits différents en fonction des pays. Dans le domaine des affaires et des entreprises, il y a aussi des règles et des législations différentes encore en fonction des pays. Est-ce que vous souhaitez l'harmonisation du droit ou au contraire le respect des règles nationales pour les entreprises qui voudraient entreprendre avec liberté
dans l'Union européenne. C'est la Quel est force- votre point de vue? C'est la force du marché unique, de faciliter les échanges, les opportunités commerciales pour les entreprises, les opportunités de voyage pour les jeunes français, par exemple, ou les jeunes européens. Et donc oui à l'harmonisation, et je voudrais peut-être apporter un élément de précision. Le droit européen, c'est le droit qu'on négocie ensemble. On n'oppose jamais, moi je ne fais pas partie de ceux qui opposent le droit national et le droit européen. Le droit européen, c'est notre droit. Et évidemment, le plus on harmonisera, le plus on créera les conditions pour nos entreprises d'aller saisir des marchés en Europe ou d'être plus compétitives aussi par rapport à d'autres entreprises qui pourraient évoluer sur d'autres marchés. Et puis, pardonnez-moi, il y a aussi le sujet de la simplification administrative, qui est un vrai sujet sur lequel chacun doit faire des efforts. Au niveau européen, on a commencé. Mais chacun doit balayer devant sa porte. C'est aussi très facilement une attaque qui est faite vis-à-vis de l'Europe. Oui, on a de la simplification administrative et moins de bureaucratie à mettre en œuvre, mais il y a aussi quelques petits sujets à l'échelle nationale sur cette question. Moderniser. Le traité de Lisbonne a consacré la primauté des États membres. Quel bilan faites-vous de l'Europe des nations, avec un peu de recul? Vous finissez votre mandature au Parlement, vous avez de l'expérience, et quel est votre regard de cette Europe-là? Alors le traité de Lisbonne, c'est aussi la codification de la procédure législative ordinaire avec le Parlement européen qui joue à jeu égal avec les États, donc ça c'est important. Mais il reste beaucoup à faire et j'ai eu l'occasion de le dire, il faut qu'on accélère sur les réformes institutionnelles, le droit de veto, et cette opportunité de chantage qu'on peut offrir à certains est un vrai problème, donc il faut qu'on puisse aller vers des décisions à la majorité qualifiée. Et donc... donc réformer? Oui, réformer. D'accord. Et moi, je crois véritablement en une Europe, c'est ça le projet européen, c'est le respect des identités nationales. Et ça, c'est très important. Mais c'est de la coopération dans le respect des identités nationales. Et c'est se renforcer ensemble. Quand j'entends parler d'Europe des nations, en général, ceux qui parlent d'Europe des nations, c'est plutôt l'Europe des nationalismes. C'est-à-dire comment vous voulez faire travailler des gens qui se détestent entre eux et qui même vont chercher à créer du clivage et de la division au sein de la société. À l'inverse, le projet européen, c'est un projet de paix, de progrès pour l'ensemble des Européens. Et d'ailleurs, on a vu à quel point il a été efficace pour préserver la paix au sein de l'Union européenne. Il faut continuer à avancer sur ce projet européen. On voit bien que face au chamboulement du monde, la logique européenne, la solidarité européenne a payé sur le mandat qui vient de se terminer, les années qui viennent de se terminer. Et c'est la clé pour continuer à vivre et à créer les conditions de la prospérité en Europe. D'accord. Quelle est l'action européenne dont vous êtes le plus fier ces dernières années au sein de votre mandat? Je dirais le plan de relance. Alors, il y avait des choses qu'on avait prévues en 2019 dans notre programme et le plan de relance ne faisait pas partie des choses qu'on avait prévues dans notre programme puisque c'était au lendemain du début du confinement avec la crise sanitaire. Et il a fallu en remuer, jouer de capacité de conviction au sein même de mon groupe, au sein du Parlement européen, pour embarquer les collègues, pour appeler à créer un grand plan de relance massif. Donc le Parlement européen a été la première institution, en avril 2020, à appeler un plan de relance massif. Et ça a été la clé importante. Donc j'ai participé aux négociations. Et ça a été une clé importante parce que quand vous réussissez à convaincre vos collègues de la CDU allemande, qui a priori sont totalement opposés à l'endettement en commun, bah déjà vous activez quelque chose et c'est probablement l'un des leviers qui a été utile pour que, au niveau des États, on puisse avoir ce déclic et cette prise de conscience de la nécessité d'avancer et de proposer un plan de relance. D'accord. Et alors, dernière question, à titre plus personnel, quel est votre meilleur souvenir ou expérience avant votre mandat, pas en tant que politique, mais en tant que femme européenne, de l'Europe? Avez-vous eu une expérience ou pas? On a eu des candidats qui n'en avaient pas. Quelle est votre expérience et votre meilleur souvenir ou ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui, vous prétendez à un mandat européen? Moi, j'ai pas fait l'Erasmus, mais j'ai découvert l'Europe par l'apprentissage de la langue. D'une langue que je n'avais pas prévu d'apprendre a priori en première langue, c'est-à-dire que entre mon école primaire et mon collège, le principal du collège appelle mes parents et dit « Mais Valérie est une bonne élève, elle devrait faire allemand première langue. » J'avais prévu de faire anglais comme tous mes petits copains. Et je dis « Bon, bah allez, ok, je fais allemand. » Et j'ai été passionnée par cette langue. J'ai aimé l'allemand. Et c'est par l'apprentissage de l'allemand que j'ai découvert l'Allemagne, une autre culture,
des échanges, y compris chez mes parents. On partait pas en vacances, mais on recevait dans le cadre du comité de jumelage des Allemands chez nous. Et c'est cette expérience ça a été mes premières expériences de l'Europe, l'apprentissage de la langue et d'une autre culture avec des échanges à l'école ou le comité de jumelage. Et j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et c'est finalement très simple, comme apprentissage de l'altérité et de l'Europe, mais c'est ce qui m'a nourri. Danke sehr. Merci beaucoup. Bitte sehr. Merci Madame Agnès. Merci.